Voilà, et je pense qu'on va démarrer. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce billet talk du mois d'avril. Et pour ce mois d'avril, nous recevons M. Florent Attiobé, qui est le directeur général de Suno Santé. Je pense qu'il aura une fenêtre pour se présenter et présenter également les activités de Suno Santé. Mais bien avant de démarrer avec notre invité, je tiens déjà à donner l'agenda pour, euh, pour notre billet talk. Alors, notre agenda se fera comme suit. Donc, on aura la présentation donc du chapitre IEBA Côte d'Ivoire. Ensuite, avec notre invité du jour, on aura notre échange. Et enfin, on aura les informations que nous souhaitons partager avec l'ensemble de notre communauté. Vous auriez remarqué que nous n'avons pas marqué de session de questions et réponses, tout simplement parce que les billets talk, nous les voulons comme un échange. Donc, si vous avez une question, je vous prie donc de vous signaler, de lever la main ou de poser votre question dans le chat et notre invité pourra y répondre, je dirais, séance tenue. Voilà. Et pour ne pas perturber donc notre échange, je vous prie de vous assurer que votre micro est fermé. Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous un bon billet talk et merci également de votre présence. Florent, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Merci beaucoup. Super. Donc, avant de démarrer donc notre échange avec toi, je vais présenter donc le chapitre IBA de Côte d'Ivoire. Alors, donc le chapitre IBA de Côte d'Ivoire a été créé donc depuis 2019, d'accord? Et il était affilié à IBA Global sous le nom de IBA Côte d'Ivoire Chapter en 2020. Donc, vous serez d'accord avec moi que cette année, donc 2025, nous fêtons nos 5 ans d'existence en tant que communauté IBA affiliée. Et durant ces 5 années, donc de 2020 à 2025, nous avons eu 31 membres officiels. Je vais revenir sur la terminologie membre actif officiel. Comme volontaires, nous avons plus de 90 membres qui ont souhaité nous rejoindre, qui ont souhaité rejoindre le chapitre et nous donner un coup de main. Euh, Jusque-là, nous avons environ plus une trentaine donc de membres donc volontaires ou actifs qui ont été formés à la business analyse. Et pour l'heure, nous n'avons que 2 membres certifiés. Je dis que 2 membres certifiés parce que cette année, nous avons décidé donc de mettre les voiles et de lancer une formation donc qui sera, je pense que vous aurez les informations en fin des séances. Voilà, donc on va relancer les groupes d'études pour permettre donc à plusieurs membres d'être formés à la business analyse et nous allons pousser jusqu'à la certification. Voilà. Donc, comment devenir membre IBA? Donc, c'est déjà d'aller se connecter et de créer son compte sur la plateforme IBA Global. Donc, le site internet, c'est iiba.org. Voilà, donc sur Internet. Vous allez cliquer ensuite sur Join ou Renew pour vous acquitter de vos droits d'adhésion. Donc, je précise que les droits d'adhésion, donc pour la région 3, la région Afrique, ces droits-là sont à 55 dollars, voilà, qui est, je dirais, un peu plus bas que ceux des régions Amérique et Europe. Et enfin, lors de la création de votre compte, vous choisirez IBA Chapter Côte d'Ivoire dans la liste des chapitres pardon, qui vous sera proposée. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices en tant que membre officiel IBA? Donc, c'est d'abord des normes et des guides qui sont mondialement reconnus. Voilà, parce que IBA Global, c'est bien entendu, c'est notre institution internationale de la business analyse. Le deuxième bénéfice, donc, c'est un réseautage et une communauté, pardon, d'experts.
Ensuite, en étant membre IBA officiel, donc vous aurez l'accès exclusif à des ressources et des webinaires, donc qui sont, comme je l'ai dit, faits par des experts mondialement reconnus. L'autre bénéfice, c'est que vous auriez également droit à des outils de développement des carrières et également un job board, donc avec toutes les offres euh, au niveau mondial pour les business analysts. Et enfin, dernier mais non des moindres, une remise en fait sur les tarifs des certifications. Voilà. Donc, en étant membre officiel, on a une petite réduction. Enfin, petite, c'est un peu trop dire. Mais on a une bonne remise sur les tarifs pour les certifications. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre billet talk. Voilà. Donc, je rappelle le thème de ce jour, de business analyst à directeur général, se préparer, se qualifier, réussir. Et pour ce faire, donc pour discuter de ce thème avec nous aujourd'hui, nous recevons Monsieur Florent Attiobé, qui est le directeur général de Suno Santé. Bonsoir Florent, merci de nous avoir rejoints et merci en premier lieu d'avoir accepté donc de faire ce billet talk avec nous pour ce mois d'avril. C'est un plaisir. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Voilà. Donc, nous dire qui est Florent Attiobé, quel est son parcours académique, son parcours professionnel, ses formations professionnelles. Et je pense que le temps sera donné euh, pour notre échange. Soit dit en passant, je l'ai dit en début de séance, donc il n'y a pas de session questions-réponses formellement établie. Le simple fait est que le billet talk se veut un échange assez mutuel et cordial. Voilà, donc si vous avez des questions, vous faites signaler dans le chat ou on le voit à la main et on pourra vous interroger ou lire votre question. Merci à tous. Donc, je vous souhaite un très bel échange et je passe la parole à Monsieur Florent Attiobé pour sa présentation. D'accord, merci beaucoup. Si vous le permettez, hein, avant de passer à l'exercice de la présentation, je voulais saluer la mémoire de grand homme, de M. Patigion, le fondateur du groupe Suno, qui a laissé aux Africains un excellent héritage, qui est le groupe Suno, qui nous permet aujourd'hui de poursuivre sa vision panafricaine. Secondo, je voulais aussi remercier l'ensemble des membres du bureau du chapitre de la Côte d'Ivoire de IBA pour l'amitié qu'ils m'ont faite de m'associer à cette rencontre du donner et du recevoir des business analysts. Je la considère comme un privilège, une opportunité de s'édifier pour booster davantage nos carrières professionnelles respectives. Et comme on le dit, la connaissance, aussi vaste soit-elle, n'atteint sa pleine dimension qu'à travers sa transmission. En tout cas, merci pour l'invitation, pour cette opportunité d'échanger, comme vous l'avez dit, et de partager les parcours et les informations ensemble. Alors, je m'en vais passer maintenant à l'exercice de la présentation. Bon, je suis Florent Attiobé. J'ai obtenu un baccalauréat en technique commerciale à Lobé au Togo. Ensuite, j'ai intégré l'université de Lomé où j'ai obtenu un diplôme universitaire de technologie en gestion commerciale à l'IUT de gestion de Lomé, précisément. C'est après mon DUT que j'ai obtenu mon premier emploi dans une société de courtage, mais qui est spécialisée également dans la gestion des frais de santé. Et donc, très rapidement, avec deux autres personnes, nous avons été cooptés pour créer le département santé de la filiale au Togo. Et 2 ans de gestion après,
pendant que je suis passé naturellement par le process de stage, de contrat CDD avant d'arriver à un CDI. Et dès que je suis arrivé à un CDI, je me suis rendu compte que absolument il y a du chemin à faire et qu'il faille aller se former encore. Donc, ce qui fait que juste après, je pense 3 mois après ma titularisation, puisque je me suis retrouvé dans un secteur que je ne connais pas assez, l'assurance, et secteur pour lequel je n'ai pas de formation initiale. J'ai décidé pour aller me faire former, donc j'ai eu à passer un concours pour prendre des cours, une formation sanctionnée par un diplôme de l'Institut international des assurances de Yaoundé au Cameroun. Après cette formation en assurance, je me suis dit, écoutez, il faut absolument rapidement monter en compétence parce que j'estime que je dois pouvoir avancer et qu'il y a des opportunités. Et donc, 2 ans, 3 ans après, j'ai eu à m'inscrire à l'université du littoral Côte d'Ivoire de Dunkerque en France, où j'ai obtenu ma licence professionnelle en marketing des produits financiers et d'assurance. Après ça, j'ai préparé ensuite mon master à l'université Mohamed Ier du Maroc, un master en communication marketing avec une option leadership et direction d'équipe. Et puis, récemment, j'ai eu mon MBA en audit et management des risques et de l'assurance de l'entreprise, une certification également en management des risques et de l'assurance de l'entreprise à l'École supérieure d'assurance de Paris en France. Voilà un peu résumé le parcours académique et qui peut-être fait de cumuler ensuite avec le travail et en alternance avec le travail jusque-là, quoi. Wow. Je pense que ça donne déjà le ton de nos échanges parce que j'ai entendu beaucoup de formations, j'ai entendu beaucoup d'évolutions de carrière. Voilà. Et du coup, je me permets déjà, donc, pour cette première question, est-ce que on pourrait donc revenir sur les différentes formations que tu as faites? Voilà. Et puis savoir plus ou moins quelles ont été ta vision, quels ont été les objectifs que tu t'es fixé, d'accord, donc par rapport à cette formation-là, quels ont été les acquis et peut-être quelle a été la valeur ajoutée donc de cette formation-là. Voilà. Donc j'ai noté déjà que c'était un parcours universitaire, donc en gestion commerciale. Ensuite, il y a eu la formation en technique d'assurance donc à l'IA du Cameroun. Ensuite, une licence professionnelle sur les produits financiers et les produits d'assurance, un master en management, un MBA, une certification et tout ça. Voilà. Donc, est-ce que, ou peut-être pris globalement, comment tu arrives à te fixer les objectifs et la vision de ta formation? Quel acquis tu vises et quelles sont les valeurs ajoutées en fait que que tu te donnes pour ces différentes formations-là? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, tout part du plan de carrière. Parce que tu sais, le premier emploi, très souvent, on ne choisit pas, hein. On saisit l'opportunité et puis on y va. Donc, j'ai eu un premier emploi, mais très tôt, j'ai compris que je suis pas arrivé là pour rester. Et dans mon plan de carrière, j'avais un penchant pour le commercial. Et donc, je visais vraiment un poste de directeur commercial et marketing. Et donc, comme je me suis retrouvé en assurance, je dis, OK, il faut au moins avoir les techniques, enfin, la base dans le secteur où j'évolue. Et donc, je dis, ben, OK, il faut que j'aille me former d'abord en assurance. Et donc, de retour de la formation en assurance, et là, je reviens maintenant sur le parcours que je visais, le marketing, puisque la gestion commerciale me donne déjà une base au niveau du commercial. Et donc, j'ai eu la chance de trouver une formation dans cette université. C'est le marketing, mais c'est vraiment appliqué aux produits d'assurance et aux produits financiers.
Et donc, ça me positionne, ça me donne des acquis de compétences à la fois au niveau marketing, au niveau commercial, mais au niveau de la conception même des produits d'assurance et des produits financiers. Et ça me permet de vraiment me projeter vers cette ambition-là, cet objectif de directeur commercial marketing que je visais. Et donc, et tout ce qui est marketing, tout ce qui est voilà, produits financiers, assurance, je viens compléter maintenant cette base-là avec mon diplôme la licence professionnelle et qui me permet maintenant d'espérer. Je dis, voilà, il faut que les opportunités viennent et puis je peux maintenant me repositionner. Maintenant, ce qu'il faut préciser là, c'est que j'étais dans une position où naturellement j'avais mon plan, mais j'étais focus sur l'évolution du marché du travail avec les opportunités qui sont là. Et donc, comme j'attendais, je n'avais pas encore eu l'opportunité de ce poste de directeur commercial, là, je dis, OK, j'élargis maintenant le champ puisque le marketing que j'ai fait, c'est le marketing appliqué aux produits financiers d'assurance. Je dis que j'élargis mon champ en ayant maintenant fait un master en marketing et en communication. Donc, je rajoute maintenant voilà, une compétence de plus qui est la communication. Donc, ce qui m'a permis d'aller vers cette formation de, de master en marketing et communication et qui me donne maintenant une compétence beaucoup plus large tout ce qui concerne le marketing et en plus, naturellement, la communication qui vient s'ajouter. Et je n'ai pas fini, hein, je n'ai pas fini cette formation en marketing communication quand j'ai eu cette opportunité voilà, de changer de cap pour occuper un poste de directeur des opérations. Au lieu de directeur commercial et marketing, là, je trouve maintenant une opportunité qui m'amène encore plus loin en tant que directeur des opérations et là qui m'ont ouvert maintenant les yeux, qui m'ont donné une certaine confiance en mes capacités d'aller encore plus loin et tout. Maintenant, la prochaine étape qui est la formation, qui est mon MBA en audit, assurance et risk management. Voilà un peu résumé. Disons les différentes étapes euh, au niveau de la formation et puis les acquis, les compétences qui se sont greffées au fur et à mesure Mhm. que j'avançais. Je voulais faire cette précision que entre ma formation en assurance et ma formation ma licence en professionnel, il y a eu aussi un changement au niveau professionnel. Au départ, j'étais gestionnaire euh, et dès que je me suis inscrit pour la formation en assurance, je n'ai pas fini cette formation quand le groupe m'a proposé un poste de formateur Afrique sur tout le métier gestion santé avec à l'époque 25 pays dans mon périmètre. Et puis après avoir fini cette formation, la seconde formation, ça a donné encore une autre opportunité au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà un peu comment ça s'est passé avec les différentes formations. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Florent. Donc, si vous devez récapituler dans la carrière, donc déjà, il faudrait avoir un plan de carrière, non seulement parce que le premier emploi, on ne le choisit pas. Ensuite, il Oui, faudrait être à l'écoute du marché tout à et fait. finalement, il faudrait élargir sa tente. Voilà, donc Absolument. élargir sa tente, c'est-à-dire essayer d'acquérir de nouvelles compétences qui Hmm. joignent donc à notre zone de confort, justement, nous permet de pouvoir briguer d'autres postes. Voilà. En tout cas, merci Exact. beaucoup pour ces conseils. Et qu'en est-il donc de ton évolution professionnelle? Je pense que tu l'as notifié tout à l'heure, mais est-ce que tu Mhm. peux nous faire voyager un peu dans ton parcours professionnel? Alors, merci beaucoup. Ce qui s'est passé, je pense que c'est à l'image de mes différentes formations. Après que j'ai cette vision, je suis focus là sur mon plan de carrière, j'ai essayé de me donner les moyens. Et donc, comme je le disais, euh, 2 ans à mon poste de gestionnaire santé, euh, et donc, à un moment donné,
lorsque au Togo, nous avons eu à mettre en place le département santé, à gérer les contrats pendant 2 ans, à l'époque, le formateur ou disons la formatrice venait de Paris, le siège, pour nous former en Afrique, bien qu'il y a d'autres filiales en Afrique qui sont en avance sur nous. Mais je pense que lorsqu'elle venait nous former, quand on travaillait avec elle, elle voyait en moi un certain nombre de qualités, de compétences. À l'époque, je ne savais rien. Et dès qu'on a fini nos premières années de gestion et que les résultats étaient appréciés par le groupe, il s'est fait qu'elle a voulu, enfin, le groupe a décidé à ce qu'on puisse trouver plutôt un formateur basé en Afrique qui puisse s'occuper de la formation de toutes les filières africaines au lieu que la personne vienne voilà, quoi, de la France. De la France. Et voilà, c'est loin. Il y a aussi culturellement, il faut vraiment s'adapter. Et donc, ils ont décidé de changer. Et à l'époque, ce serait vraiment normal, ce serait vraiment mérité d'aller trouver quelqu'un, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où il y avait les grosses filiales, où il y avait les gens beaucoup plus expérimentés que nous, parce que les gens, il y avait les départements santé dans ces filiales avant nous. Mais le groupe a décidé de me proposer d'abord le poste, bien que j'étais plus jeune. Et ils sont venus, ils m'ont proposé. Mais il faut noter aussi que à part cette formatrice qui venait, il y avait le directeur Afrique qui était venu aussi un jour dans la filiale et qui avait demandé à ce qu'on lui fasse une présentation de notre outil de reporting. Et comme euh, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui est reporting, la responsable du département a préféré amener le patron chez moi pour que je lui fasse la démo. Et donc, il était venu dans mon bureau et je lui ai fait la démo, comment ça se passe. Et voilà, il a apprécié et il a gardé apparemment enfin, de bons souvenirs, bonne impression de ce que je lui ai présenté. Et quand le moment est venu, ils se sont rappelés systématiquement de moi. Et lui et la formatrice ont appelé mon DG à l'époque pour lui dire, voilà, il y a cette opportunité, mais ils veulent me proposer si je serais intéressé. Et donc, moi, pendant que je visais autre chose, je visais vraiment enfin, un poste de commercial, de chargé de clientèle, de directeur commercial. Voilà le circuit que je traçais. Je dis, bon, OK, ben, c'est un poste nouveau, c'est du nouveau, ben, je vais tenter. Et c'est là que j'ai démarré ce nouveau poste de formateur Afrique, où j'assure la hotline utilisateur et j'accompagnais toutes les filiales sur la partie métier santé. Ce qui a changé, c'est que euh, juste après avoir occupé le poste, il y avait un besoin en Mauritanie où il a été demandé à ce que je fasse une mission rapidement pour une audit santé. Et donc, je suis parti pour 2 semaines pour une audit santé. Et apparemment, il y a un certain nombre d'événements qui se sont passés et qui ont fait que il m'a été demandé de rester dans la filiale parce que le DG a quitté la filiale et il m'a été demandé de rester dans la filiale jusqu'au recrutement de nouveau DG. Donc, d'une mission de 2 semaines, je suis resté dans un premier temps pendant 6 mois pour accompagner la filiale et je suis rentré voir la famille, reparti, un mois après reparti pour rester pratiquement jusqu'à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, le groupe était satisfait du travail qui a été accompli jusqu'à ce qu'on remette les choses en place sur cette filiale. Et l'année qui a suivi, il y a une opportunité en Tunisie où pendant longtemps, la filiale de la Tunisie n'avait pas de département santé. Il y a d'autres collaborateurs du siège à Paris qui étaient envoyés là pour implémenter le département santé, le service santé, et apparemment qui n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et du coup, ma patronne à l'époque, qui était basée à Dakar, a proposé à ce que qu'on puisse m'envoyer. Et donc, je suis parti avec comme objectif de mettre en place le service santé au bout de 3 mois et demi. Donc, je suis parti sur un pays, un environnement qui est carrément différent, avec des pratiques, les règles de gestion, la culture, tout est différent. Je suis arrivé avec vraiment pas évident, parce que sachez que notre environnement ici, les règles de gestion
les problématiques au niveau de la gestion santé en Afrique subsaharienne sont carrément différentes de ce qui se passe en Tunisie ou essentiellement au niveau de l'Afrique du Nord. Et donc, il faut carrément réadapter le modèle, puisqu'il faut aller présenter notre savoir-faire, aller rencontrer les acteurs, discuter, les embarquer dans le projet, déployer, former, recruter, mettre en place tous les procédures, les process. En 3 mois et demi, c'était très short. Il y a même au niveau de l'outil qui devait être déployé, il y avait des insuffisances parce qu'il y avait des pratiques qui nécessitent une évolution de l'outil, mais au bout de 3 mois et demi, ce n'est pas évident. Et l'objectif était que je puisse déployer le département en 3 mois et demi. Et par la grâce de Dieu, on a pu surmonter vraiment les obstacles, les objections pour démarrer effectivement le service au bout de 3 mois et demi. Et quand je suis rentré à Lomé, ça a été vraiment toute une satisfaction au niveau du groupe. Il y a que nous avons accompagné au bout de 2 ans, ils ont quasiment, parce qu'ils étaient au nombre de 3 quand je suis allé, qu'on a recruté, on a formé, au bout de 2 ans, ils sont pratiquement à plus de 20 collaborateurs dans le département. Ça a explosé avec beaucoup de clients. Et donc, le groupe était vraiment satisfait du travail qui a été fait. Et donc, c'est comme ça que ça a suivi. Et du poste de formateur Afrique, ils ont greffé le poste de business analyst pour maintenant m'occuper de tout ce qui est métier santé, développement des projets au niveau IT, au niveau métier, au niveau process, mise en place des process, audit et tout, et tout, et tout. Et voilà comment ça a démarré jusqu'à ce que je ne quitte le groupe en 2019. Voilà un peu l'évolution au niveau du groupe, puisque l'essentiel a été vraiment fait là-bas jusqu'en 2019 où moi j'ai été contacté quand j'étais en déplacement professionnel étranger par quelqu'un par rapport au projet du groupe Sounou. Mais je n'avais pas assez d'informations et en 2019, on m'a recontacté et c'est comme ça que quand j'ai envoyé mon CV, le lendemain en même temps, le groupe m'a contacté pour me proposer sur le poste de directeur des opérations en juin 2019. Et là, c'est vraiment le métier, c'est mon domaine, mais il faut maintenant apporter cette touche particulière puisque ici, le projet, c'est un projet unique. Il y a vraiment de l'innovation, il y a quelque chose de nouveau dans le projet et qu'il faut absolument essayer de porter. Et donc, à la direction des opérations, j'endosse tout ce qui est gestion stratégique, gestion administrative, gestion financière, RH, et tout un DGA guillemets. Donc, j'avais une vue 360 degrés sur tout l'ensemble des activités du groupe, de la société. Et donc, au bout de 4 ans, très rapidement, puisque le métier, voilà, je l'ai exercé pendant longtemps. Dès que je suis arrivé là, au bout de 6 mois, un an, j'ai laissé l'impression que je veux faire plus. Et très rapidement, le DG m'a fait confiance en me confiant un certain nombre de tâches de la direction générale. Le groupe rapidement m'a fait confiance. On a eu la chance aussi d'avoir des dirigeants au niveau de Sourou qui récompensent le travail bien fait. Et très vite, quand j'ai été décelé, ils m'ont associé à tout ce qui est activité au niveau de la direction générale. On fait participer au conseil d'administration et tout. Et donc, c'est avec vraiment de façon transparente et de façon douce que fin 2023, pardon, quand le DG a décidé d'arrêter, le groupe m'a fait confiance, m'a confié la direction générale de la société. Voilà un peu, voilà, c'est un peu long, mais c'est avec plaisir que je raconte pour que véritablement on puisse essayer de situer les différents points, différentes zones qui ont contribué à cette réalisation. Merci.
C'est ça. En tout cas, parcours très intéressant. Et du coup, ça m'en va te poser la question de savoir en fait comment distinguer une vraie opportunité de carrière et je dirais d'une fausse. Voilà, parce que à entendre le parcours que tu viens de nous dresser, de nous relater, généralement, je dirais pas que tu n'as pas cherché de manière ouverte, mais c'est plus en fait les opportunités qui se sont présentées à toi et que tu as bien voulu accepter. Donc du coup, comment distinguer je dirais une vraie opportunité de carrière d'une autre qui n'est pas forcément intéressante pour nous? Alors, c'est très important parce que il faut regarder derrière. Il faut regarder derrière. Quand on dit opportunité, il y a tout un projet qui doit être derrière. Donc, moi, je suis très regardant sur les projets que sur l'existant. C'est le cas de Soulou, je me suis renseigné, je sais qu'il y a un projet sérieux à ce niveau, et c'est pour cela que je me suis très rapidement engagé. Et donc, les opportunités sont présentes, mais il faut aller aux informations pour s'assurer que derrière, il y a un projet derrière. On peut construire un projet derrière. Et donc, si on peut construire un projet derrière, on construit un projet avec qui? Avec des acteurs, avec des gens. Et quels sont ces gens-là? Et donc, c'est tout un ensemble d'informations qu'il faut essayer de collecter, de traiter pour pouvoir essayer de construire sa carrière. En fait, c'est pour moi, la carrière, ça se construit. Et donc, ça va se construire avec un environnement de travail. Il faut veiller à ce que c'est un environnement sain, un environnement propice à la performance, un environnement qui fait la promotion du talent, qui fait la promotion du travail bien fait. Et voilà quoi. Donc, tout ce qui concerne les valeurs, certain nombre de valeurs doit se retrouver derrière cette opportunité, les acteurs qui portent ce projet-là. Et donc, c'est ce qu'il faut toujours rechercher et ne pas se limiter sur ce qu'on peut gagner aujourd'hui, ce qu'on peut tirer aujourd'hui. Et ne pas se limiter sur ça, mais c'est de se projeter pour dire, voilà, si je m'engage aujourd'hui, est-ce que je peux construire quelque chose pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans à venir, avec qui et comment, dans quel environnement? Voilà un peu comment est-ce que je me prends pour en arriver. D'accord. Et pour être pratico-pratique, j'entends par te dire que il faudrait pas que nous soyons focalisés donc notamment sur le volet financier. Oui. Voilà, mais plus je dirais, dans une approche long-termiste. Hum, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. D'ac- C'est surtout ça, en fait. C'est pas seulement les finances. Il n'y a pas que les finances. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Dans la carrière, il faut chercher à faire ce que on aime. Il faut chercher à faire ce qu'on aime. Quand vous aimez ce que vous faites, quand vous aimez cela, vous avez toujours de l'énergie. Lorsque les gens seraient fatigués, vous aurez toujours de l'inspiration quand les gens seront bloqués. Vous aurez toujours de la détermination quand les gens vont dire, ben, on arrête. Et c'est ça l'important. Donc, Mhm. je dis, oui, les finances, oui, les finances, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'avoir un environnement de travail, c'est d'avoir une vie professionnelle dans laquelle vous vous plaisiez, dans laquelle vous vous retrouvez et que vous pourriez voilà, construire de jour en jour. Et voilà quoi. Mais écoutez, aujourd'hui, on passe plus de temps, hein, on passe plus de temps dans le travail que dans la vie privée. Donc, Mhm. si euh, tu te retrouves dans un environnement qui ne promet pas la performance, surtout dans un environnement qui n'est pas sain, ben, écoutez, tu ne peux pas véritablement développer toutes tes compétences. Donc, le Mhm. plus important, c'est d'abord de vérifier l'environnement dans lequel vous voulez Mhm. vous engager pour les 2, 3, 5, 10 prochaines années. D'accord.
On a une main levée de Alix. Alix, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question? Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Alix. Ah, Oui, en fait, voilà, j'ai pas besoin de me présenter. Mon nom, c'est Alix Levry. Et d'abord, je veux remercier vraiment l'initiative du chapitre aussi de la disponibilité de l'orateur pour ce sujet qui est assez intéressant. Déjà, moi, je fais partie du chapitre PMP, en fait, PMI de mon pays au Sénégal, ici, où je vis. Et donc, quand j'ai vu l'opportunité de ce talk-là, j'ai été très, très enthousiaste. Donc, j'ai pas hésité à me connecter. Merci beaucoup. Et donc, j'ai préparé des questions pour l'orateur et peut-être pour les autres, mais c'est plus vraiment pour l'orateur. Alors, Mhm. j'ai bien aimé le thème hein, tel qu'il a été formulé, se préparer, se qualifier et réussir. Donc, moi, j'ai envie de m'appesantir sur réussir parce que je pense que tout un chacun de nous, nous avons notre manière à nous de se préparer, de se qualifier à travers les certifications, à travers les expériences professionnelles. Mais je pense que le challenge ici, c'est vraiment la réussite. Et j'aimerais avoir vraiment cette expérience-là de monsieur, c'est-à-dire quelles sont vraiment les erreurs à ne pas commettre pour pouvoir mhm. réussir ou bien quelles sont les aptitudes à avoir. C'est-à-dire au-delà de la certification, je comprends qu'on aura besoin de qualités que j'appelle non techniques, en fait, les soft skills à développer pour pouvoir se positionner, pour pouvoir faire ce pas-là. Donc, vous, quelle a été votre démarche? Et puis après, si vous devez nous donner des conseils au-delà de la certification, qui est déjà un bon moyen de se positionner, quelles sont les compétences qu'on devrait développer pour pouvoir d'abord faire ce pas-là, mais surtout de réussir? Ça, c'est ma première question. Après, j'aurai d'autres questions, si vous le permettez. Merci. Merci, Alex. Laurent, tu peux y aller, hein. Voilà. D'accord, merci, merci beaucoup, Alix. Alice. J'ai beaucoup aimé l'approche. Globalement, je pense on a parlé de la préparation, on a parlé de la formation, mais in fine, il faut réussir le challenge. Et c'est important. Et quelles sont les compétences, les aptitudes qui sont nécessaires pour en arriver là? Je pense que les compétences, vous avez abordé une partie, hein. Vous voyez, le poste de DG. Ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que très rapidement, moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai eu ce déclic-là, que ça devient un objectif pour moi, j'ai commencé par travailler sur un certain nombre de choses. J'ai beaucoup lu sur la fonction. J'ai beaucoup côtoyé un certain nombre de DG pour regarder comment ça se passe au quotidien. Mais les DG, pour être DG, pour être un bon DG, il faut être DG pour qu'on sache si vous êtes un bon DG, si ou si vous n'êtes pas un bon DG. Donc, à un moment donné, on doit vous faire confiance pour vous positionner, pour vous nommer DG, et ensuite, on verra si vous êtes un bon DG ou pas. Maintenant, sur quelle base il faut vous faire cette confiance-là pour vous nommer? C'est ça le vrai sujet. C'est ça. Et donc, ça veut dire que là où vous êtes là, vous devez envoyer un certain nombre de signaux, un certain nombre de choses, présenter un certain nombre de choses pour qu'on puisse décider de vous faire cette confiance-là. Effectivement, les DG, généralement, c'est des gens qui ont démontré un certain nombre de bons résultats depuis un certain nombre d'années. Et on dit, OK, comme à ce poste-là, il le fait bien, on lui fait confiance pour enfin, le mettre à la tête de la société. Si vous démontrez régulièrement d'excellentes capacités commerciales et ou de management, soit management de façon générale ou management financier,
là où vous êtes, le poste sur lequel vous êtes aujourd'hui, si vous démontrez d'excellents résultats, vous prouvez que voilà, vous maîtrisez le sujet et que vous remplissez les objectifs, naturellement, la prochaine étape, c'est de dire, on peut lui faire confiance pour ceci et cela. Mais ce qui est important pour moi, c'est que, comme vous l'avez dit, et qu'il faut absolument essayer sur lequel de travail, c'est que le DG, c'est voilà quoi, c'est le premier, c'est le représentant de la société, c'est la vitrine, c'est de la société. Donc ça veut dire que vous devez veiller sur un certain nombre de choses, sur votre profil, sur votre image, et ça c'est important, sur votre image, parce que à présent, vous devenez en guillemets une personnalité pour la société, engager la société dans un certain nombre de choses. On vous donne mandat, même si c'est le conseil d'administration qui gère une société. Le conseil d'administration composé de plusieurs personnes ne peut pas venir s'asseoir pour diriger, conduire les activités de la société. Le conseil vous donne un mandat. Il dit voilà, on vous donne mandat pour pouvoir exécuter la politique générale du conseil d'administration. Et là, c'est parce que ce mandat-là, c'est sur la base de la confiance. Pour dire, Madame Tant, Monsieur Tant, on lui fait confiance par rapport à ce qu'on a convenu faire, il va exécuter, il va nous rendre compte. Donc, cette confiance-là qu'il faut développer vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis des premiers responsables de la société qui peuvent vous faire confiance en vous confiant cette responsabilité. Mais de façon pratique, à ce niveau, comme je l'ai dit, il faut tout faire pour s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui sont aptes à vous accompagner, à vous soutenir, à vous donner des directives et à vous permettre de pouvoir vous corriger au fur et à mesure. Vous devez vous-même vous connaître vos compétences. Vous devez connaître vos compétences et essayer maintenant de combler naturellement les points d'amélioration, les faiblesses que vous avez au niveau de votre compétence. Vous devez travailler à cela. Et donc, cette connaissance de soi-là est importante pour pouvoir se repositionner, pour montrer la capacité à pouvoir diriger, à pouvoir porter la société. J'ai l'habitude de donner certains conseils très simples. Si vous êtes dans une société et que vous voulez évoluer, que ce soit vers un poste de directeur général, il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument mettre dans votre compte. La rigueur dans le travail. Vous devez être votre propre contrôleur. Lorsque vous n'arrivez plus à vous contrôler, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de rigueur dans le travail qui est produit, et là, vous allez vous diriger vers ce qu'on appelle de l'indiscipline. Et l'indiscipline, c'est l'un des premiers obstacles à la réussite professionnelle, à la performance. Et de toute évidence, dans tous les domaines de la vie, quand vous êtes dispersé, quand vous êtes sur trop de choses, cela n'aboutit pas à un résultat positif. Donc, vous devez vous imposer une certaine discipline sans excuse. Sans excuse. Voilà comment ça se fait. Et si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas bien fait. Et donc, cette discipline-là, vous devez l'imposer à vous-même. Vous devez faire preuve d'humilité également. L'humilité, c'est cette vertu qui est toujours très difficile à avoir, hein, parce qu'on n'a de rien. Quand on dit l'humilité, bon, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est derrière, ça donne vraiment cette capacité à pouvoir faire beaucoup de choses. Là où les portes sont fermées, quand vous faites preuve d'humilité, les portes peuvent être ouvertes pour vous. Et si vous souhaitez véritablement évoluer dans le milieu professionnel, l'une des qualités essentielles à rechercher avec acharnement, c'est vraiment l'humilité. Et l'humilité, la vraie, l'humilité d'apprendre, l'humilité de recommencer, l'humilité d'aller chercher la connaissance, l'humilité de faire ce qu'il faut faire. C'est important.
L'autre attitude, et que j'aime tant, c'est de donner pour recevoir. La plus grande loi pour recevoir des autres, c'est tout simplement de donner à ces derniers. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, bien que je suis basé à Lomé au Togo, quand j'étais chez mon ancien employeur, des fois, je passe plus de temps à l'étranger qu'à Lomé au Togo. Donc, ce qui fait que même le projet de Sounou, à l'époque, je n'avais pas assez d'informations et je ne savais pas comment, je ne savais pas grand-chose parce que j'étais sur autre chose. Et que c'est des gens qui m'ont interpellé, ces gens qui m'ont donné l'information pour que je puisse envoyer mon CV. C'est comme ça. Et ceux qui m'avaient alerté, m'avaient contacté pour ça, c'est des gens avec qui j'entretenais de très bonnes relations. Et c'est des gens, à un moment donné, à qui j'ai donné. Et en retour, maintenant, ils m'ont aussi donné. Ils m'ont donné l'information. Et donc, dans le milieu professionnel, ce principe-là ne change pas. Ayez cette amabilité de donner des coups de main à des collègues, à des amis qui le sollicitent ou qui seraient dans le besoin. Ça crée vraiment des relations personnalisées, des relations propres et que vous exploitez voilà, au niveau professionnel, mais aussi au niveau privé. Et donc, c'est important de pouvoir donner pour pouvoir recevoir. Euh, je, je voulais terminer en disant aussi qu'il faut, euh, il faut du coup, si vous avez donné pour recevoir, il faut éviter de se faire des ennemis, hein. Le milieu professionnel, bon, on peut à un moment donné, pour des fois, s'apparenter à une jungle, mais il faut se donner les moyens pour essayer de transcender tout cela et de pouvoir résister à un certain nombre de choses pour conserver à minima un certain nombre de relations avec les uns les autres, avec ceux-là que Dieu met sur votre chemin tous les jours, que vous côtoyez tous les jours, que vous rencontrez euh, dans tel événement. Il faut absolument essayer de garder une relation correcte avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, je continue de le dire, moi, mon employeur actuel, je pense que des fois, moi, je suis surpris quand mon employeur me remonte des informations qu'ils ont reçues de moi, de mon ancien employeur. Voilà, tout ce que le travail qui a été fait, les très bonnes relations que j'ai eues avec un certain nombre de personnes et qui viennent maintenant aujourd'hui conforter voilà, mon travail ici. Je pense qu'il faille absolument se donner les moyens pour mettre en place ce réseau-là, mettre en place cette collaboration, créer euh, ce lien-là, hein, parce que ça finit par payer. Voilà un peu quelques points que je voulais apporter par rapport à la question de Madame Alice. Je ne sais pas si j'ai été complet dans ma réponse, mais je peux toujours rebondir, Alice. Oui, en tout cas, merci beaucoup, hein. J'ai bien noté, j'ai noté vraiment se documenter. Il faut d'abord être excellent au travail. Je pense que pour pouvoir, à la limite, j'ai envie de dire faire l'unanimité, c'est-à-dire on reconnaît qu'il y a un potentiel à exploiter et tout ça. Ensuite, les qualités comme l'humilité, la rigueur dans le travail, l'autodiscipline et tout. Merci beaucoup pour ces éléments, en tout cas que j'ai bien noté, avec un bon réseautage aussi. Et ça sera ma deuxième question et la dernière pour ne pas monopoliser la parole. Donc, je suis une femme. D'accord? Or, je ne veux pas faire ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de genre et tout, mais en même temps, on sait que le milieu hein, de directeurs généraux, c'est un milieu qui est majoritairement masculin, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est un petit conseil, voilà, c'est-à-dire là, j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire à capacité égale, une femme qui est compétente. Qui a un bon réseau, qui sait partager vraiment avec toutes les qualités que vous avez élucidées là plus tôt, bah, quel serait votre conseil pour une femme
qui a envie de se lancer là-dedans avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, est-ce que la femme doit faire un peu plus d'efforts que l'homme ou bien juste avoir ça et ça suffit? Merci. Et c'est ma dernière question. Merci, D'accord. Alice. Mais soyez rassurés, Alice. En fait, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. En fait, le conseil d'administration a besoin d'un résultat. Le conseil d'administration veut quelqu'un qui doit pouvoir dérouler la politique, euh, faire développer la société. Voilà, donc c'est tout. Il suffit de démontrer votre capacité pour pouvoir réaliser les résultats qui sont attendus. C'est tout. Et là, ça passe par un élément important, la confiance en soi. C'est ce que vous voulez toucher tout à l'heure. La confiance en tout. C'est-à-dire que là, il y a pas on ne regarde pas la personne qui est en face. On attend un résultat. Maintenant, c'est à vous de démontrer au quotidien, dans la fonction actuelle, que vous maîtrisez aujourd'hui ce que vous faites et que vous êtes en capacité de démontrer encore votre compétence si on vous donne l'opportunité de le faire. C'est tout. Mais il n'y a pas à produire enfin, d'efforts supplémentaires par rapport au sexe masculin, à mon avis. Non, ben aujourd'hui, quand vous voyez, nous, au niveau du Goussoulou, il y a plein de DG qui sont des femmes, qui sont des jeunes, et qui ont démontré à un moment donné leur capacité, leurs compétences. On les a mis sur des projets qu'ils ont réalisés et qui ont démontré que voilà, ils peuvent encore faire mieux ailleurs. Et donc, on leur fait confiance. Donc, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se faire, enfin, c'est de se connaître et d'avoir confiance en soi-même. Il faut développer cette confiance en soi. Et ne jamais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dire, voilà, comme je suis femme, est-ce que je ne suis pas moins ou est-ce que je ne dois pas faire plus d'efforts que les autres? Non. Dites-vous que vous devez remplir la mission que votre employeur, que votre conseil d'administration vous confie. Et donc, vous devez connaître cette mission-là et vous devez vous donner tous les moyens pour pouvoir réaliser cette mission. Si vous le faites, eh bien, ça passe. Il n'y a aucun souci aujourd'hui. Je pense que je peux le dire dans beaucoup de groupes euh, bien organisés. Je pense que la compétence prime sur le genre. OK? Ok, merci beaucoup, Florent. On a une main de Éléonore qui est levée. Éléonore, tu veux bien ouvrir ton micro et poser ta question? Merci Jean-Philippe. Bonsoir Florent, bonsoir à tous les participants. Bonsoir, Je madame. commence par dire merci à Florent pour la qualité du partage de ce soir. Il y a tellement, tellement à prendre, tellement à apprendre de tout ce qui a été partagé qu'on ne peut que dire merci. Et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité d'en être. Alors ma question, rapidement, c'est une question d'ordre général. Je suis vice-présidente développement de IIBA Côte d'Ivoire, donc vice-présidente développement professionnel. Mon mandat, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir les membres et adhérents de diverses natures, donc volontaires et autres, dans tout ce qui est projet de développement professionnel, renforcement de capacités professionnelles axé sur la business analysis. Et donc, dans ce mandat-là, il y a une question qui revient souvent, qui n'est pas propre, qui n'est pas spécifique à une personne, je vais dire. C'est vraiment une question d'ordre général et je la résume comme suit. Donc, quand on est business analyst, il y a beaucoup qui n'ont pas la chance de se spécialiser d'entrée de jeu quand ils commencent à exercer le métier. Beaucoup sont business analystes généralistes et ils exercent dans différents secteurs d'activité, dans différents types d'entreprises. Au bout d'un certain nombre d'années, ces personnes aspirent à passer de l'opérationnel à des fonctions plus stratégiques ou à prendre des responsabilités plus élevées, plus étendues. Mais la question qui se pose, c'est comment je fais? Et dans le comment je fais, il y a souvent deux composantes. La première étant, quand tu passes d'un poste généraliste et que tu veux aller dans la stratégie, Allô, Éléonore?
Je sais pas si c'est moi, mais je ne l'entends plus. Allô, Éléonore, tu nous entends? de Allô? c'est quand cette personne est dans un milieu qui n'est pas forcément ouvert à professionnel, comment est-ce qu'on peut se donner la possibilité de toucher à tout un peu pour pouvoir aller identifier, OK, voici mon appétence du moment, ou voilà la ligne de carrière, le fil conducteur que j'aimerais suivre à partir de maintenant pour basculer de business analyst généraliste, qui est pleinement dans l'opérationnel, à quelque chose de plus stratégique ou à des rôles où le niveau de responsabilité est plus étendu. Merci. D'accord. Éléonore, désolé, je pense qu'on t'a perdu à un moment donné, mais je pense que Ah bon? globalement, Florent a compris la question. Florent, c'est D'accord. bien le cas? Ou tu souhaites qu'elle Oui, précise encore? oui, bah, si je peux résumer, en fait, on parle d'un business analyst qui est plus sur des sujets généralistes et qui Mhm. doit pouvoir évoluer vers quelque chose de stratégique pour pouvoir Oui, envisager se repositionner à une fonction supérieure de DG, quoi, c'est ça? c'est ça. D'accord, super. Oui, effectivement, je pense que c'est très important de le rappeler encore que euh, pour être DG, il faut avoir des compétences transversales et des fois même multisectorielles, c'est-à-dire qu'il faut Mm. arriver à avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la société. On ne demande pas à un DG d'être vraiment un comptable fin, mais que le DG ait les capacités de pouvoir comprendre un certain nombre de sujets au niveau de la comptabilité des finances, au niveau de la technique du métier ou encore au niveau ressources humaines ou informatique. Donc, c'est un peu transversal. La réalité, c'est d'avoir les compétences nécessaires pour essayer de driver, de faire avancer, d'animer les équipes, de débloquer, et voilà quoi, et pour que chacun à son niveau puisse avancer. Bon, quelqu'un qui a un profil généraliste, absolument comme on l'a dit, il faut évoluer en compétences. Il faut évoluer en compétences pour pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances qui sont nécessaires par rapport à son poste. Comme je le disais tantôt, comme moi je visais au départ un poste de directeur marketing et commercial, j'orientais mes formations vers le marketing commercial dans un premier temps limité à la banque assurance. Après, comme j'ai vu que voilà, il faut que j'ouvre un peu le champ, je suis allé sur un truc beaucoup plus vaste pour augmenter ma chance. Et donc, c'est la même chose que les business analystes qui ont ce genre de profil, c'est de pouvoir cibler des formations qui puissent leur permettre de monter en compétences sur des sujets, sur des points spécifiques. En fonction de son plan de carrière, c'est de dire, est-ce que lui, là, est-ce qu'il ne faut pas l'accompagner dans tel domaine, domaine management, okay, qui puis le monter, remonter au niveau du management, ou c'est au niveau des finances que lui, il a besoin vraiment de monter en compétence au niveau des finances pour comprendre un certain nombre de choses, pour se positionner, ou c'est au niveau, je ne sais pas, de la stratégie, par exemple, où il doit monter en compétence. Donc, absolument, il faut trouver les moyens pour pouvoir monter ces personnes-là, compétences, mais de façon spécifique. De façon spécifique, parce que je l'ai dit tantôt, que quand vous voulez tout embrasser à la fois, vous risquez aussi de ne pas pouvoir garder l'essentiel. Et donc, il faut absolument une organisation pour pouvoir, au profil par profil, se dire, pour telle personne-là, voilà ce qu'il leur faut pour les accompagner à monter en compétence. Pour tel profil-là, pour telle catégorie de personnes, voilà ce qu'il leur faut pour monter en compétence. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils
jusqu'à ce qu'ils puissent acquérir ces connaissances-là et évoluer au niveau de leur profil. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais de toutes les façons, de façon générale, c'est qu'il faut s'assurer que certaines compétences-là, elles s'acquièrent le long du parcours professionnel, OK? Ou d'autres peuvent décider de les acquérir, de s'asseoir, de dire, OK, je vais les acquérir maintenant ou je vais les acquérir d'abord. Ou vous pouvez évoluer dans votre carrière professionnelle pendant que vous travaillez. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous essayez d'acquérir ces compétences-là et d'augmenter ce champ-là. Mais ce qui est aussi important, et ce qu'il faut noter aussi des fois qui arrive, c'est que des fois, lorsqu'il y a du zigzag dans sa carrière, des fois, ça laisse des opportunités à certaines personnes d'évoluer. Je m'explique, des zigzags, c'est-à-dire que vous voyez un business analyst généraliste, peut-être qui accompagne une structure dans le domaine des télécoms. Après, il change, il part de télécom, il se retrouve dans le domaine, je ne sais pas, des assurances. Après, c'est la banque. Il fait du zigzag, quoi, dans sa carrière. Ça permet voilà, de tirer de part et d'autre et d'en faire maintenant un profil vraiment atypique où il a une certaine vue sur beaucoup de choses à la fois du fait de son parcours qu'on qualifie de zigzag, quoi. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme précision. Je ne sais pas si j'ai été vraiment fait par rapport à mes points. Si, merci beaucoup, Florent. Je pense que la question a été largement répondue. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, hein. On a une question de Alex dans le chat, mais bien avant, je pense que vu qu'on est sur ces sujets-là de formation et tout ça, j'ai une question. On a parlé tout à l'heure, lors de ton évolution, qu'il ne faudrait pas s'attarder sur les gains financiers, notamment. Il faudrait plus regarder l'environnement, il faudrait plus avoir une vision, un objectif à long-termiste ou au moins à moyen terme. Et en même temps, on parle d'étendre sa tente, on parle de formation, on parle de se développer, d'acquérir des compétences. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, comment tu as réussi justement à pouvoir financer donc tes formations, à pouvoir les mener à bien, et d'autant plus que c'était pendant que tu étais toujours en activité. Mhm. Exactement. Merci beaucoup. Comme on le dit, hein, le meilleur investissement, c'est l'investissement sur soi. OK? Ouais, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, vous avez vu des villes complètement détruites aux États-Unis à cause de, voilà quoi, des changements climatiques et tout, tout ce qu'on a investi pendant plusieurs années, c'est parti. L'investissement en soi, c'est l'investissement le plus important. Quand vous avez l'opportunité d'investir, il faut vraiment penser à soi. Moi, ce que moi j'ai fait très vite, c'est que moi, j'ai ma formation en assurance. Je peux vous dire que c'est juste un crédit que j'ai fait en interne pour pouvoir financer ces formations. Donc, la plupart de mes formations ont été financées sur des prêts. Donc, ma formation en assurance et crédit, mais en interne. Ma licence professionnelle, effectivement, j'ai eu la chance de faire une mission de longue durée où j'avais eu une prime spéciale et qui m'a permis de pouvoir financer en partie ma licence professionnelle également. Mon master, ça a été, je peux vous dire, ça a été un crédit. J'ai fait un crédit prêt pour financer. Parce que n'oubliez pas que moi, déjà, quand j'ai commencé à travailler, il faut s'installer. Je venais d'avoir ma petite famille. Il faut financer voilà, les besoins de la famille. Et donc, naturellement, le salaire ne peut plus tenir. Alors, le salaire va ailleurs. Donc, avec l'accord de la petite famille, on s'est accordé que vous allez voir que
il y a un petit décalage dans mes différentes formations. Vous allez voir que c'est 2, 3 ans après que je fais cette formation, 2, 3 ans, parce qu'il faut faire tel crédit, il faut aller sur l'autre crédit. Mais je peux vous rassurer que jusqu'à mon MBA, moi, soit c'est financé entièrement via un prêt ou c'est un parti prêt et économie pour compléter. Et à chaque fois que j'engage la formation, soit avant la formation, j'ai une opportunité, je change de poste et du coup, le changement me crée des ressources et du coup, ça me permet d'éponger la dette là, vite fait. La dernière fois, j'avais un crédit que je devais payer pendant quelques temps. J'ai dû payer, je crois, en quelques mois. Parce qu'à un moment donné, j'ai changé de position et ça m'a permis de payer tout de suite et ça devient rentable. Et donc, je pense que tout part du projet professionnel et pour financer, ben, on peut pas prendre un crédit pour aller acheter une voiture, une maison et ne pas prendre un crédit pour aller se faire former. Je pense C'est pas. ça. Au contraire, c'est Mm. un meilleur investissement. Et s'il faut le dire, je peux encourager à le faire parce que j'en sais quelque chose, ça m'a beaucoup aidé. Mm. Ok, merci beaucoup, Florent. Alors, la question de Alix, c'est quel est votre regard sur les certifications internationales, notamment celle des business analysts, donc des IBA, et notamment celle du PMI dont provient Alix. Autrement dit, quel est le crédit que vous, en tant que recruteur, apportez à un candidat certifié? Ah oui, il y a deux choses au niveau de la certification ou au niveau de la formation de façon générale, hein. Il y a au niveau de la formation, ce qu'il faut considérer, c'est de la qualité de la formation. Et lorsqu'on parle de qualité de la formation, il y a d'abord l'institution de délivrance de la formation, la renommée de l'institution et naturellement le travail, le témoignage fourni euh, sur vous-même hein, lors de la formation et lors voilà, de la formation. Donc, pour moi, derrière chaque formation, chaque certification, voit un peu la qualité de la formation qui est donnée, le contenu, et puis ensuite, derrière, qui porte cette formation, quelle institution porte cette formation. Et en tant qu'aujourd'hui, en tant que DG, je pense que ces certifications dont vous parlez, c'est des certifications qui sont reconnues et dont moi, personnellement, j'accorde beaucoup de crédit. Et je crois que à compétence égale, je préférerais celui qui est passé par ces genres de certification parce que ça apporte de la valeur ajoutée, ça apporte de la compétence nouvelle et ça apporte même des soft skills au niveau de la personne qui est appelée à assumer la fonction. Mm. Ok, merci beaucoup, Florent. Alors, je pense que dans le thème, donc, qui est se préparer, il y a également la notion d'aide qui peut venir de l'extérieur. Alors, est-ce que tu as eu à avoir recours à des mentors ou des personnes qui encadrent ton coaché? Est-ce que leur soutien a été essentiel dans ton parcours jusqu'à devenir aujourd'hui directeur général? Oui, mais c'est très important, hein. Moi, ce que je peux dire à ce niveau, au niveau des mentors, moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de personnes dans le cadre de ma fonction, fonction de business analyst ou de formateur où tu es appelé à échanger avec un certain nombre de personnes et très rapidement, au-delà de la relation professionnelle, euh, voilà, tu peux très rapidement mettre en place, créer des liens
et avoir des relations privilégiées avec ces gens de personnes. Donc, moi, chaque personne que je trouve que Dieu met sur mon chemin, ce que j'ai appris de dire, c'est que ce n'est pas par hasard. La première Mm. des choses, c'est de pouvoir considérer cette relation-là, considérer cette personne. Ce que j'avais fait, c'est que à un moment donné, comme j'avais à échanger avec des directeurs, soit des directeurs de département ou des DG, de DGA, très Mhm. rapidement, les directeurs de département que je côtoyais, beaucoup ont évolué pour devenir DG. Et donc, c'est Mm. parce que quand ils étaient directeurs de département, directeur commercial, directeur technique, je ne sais pas, directeur financier, j'entretenais de très bonnes relations avec eux, ce qui fait que ben, quand ils sont devenus DG, il reste une relation entre eux et moi. Mhm. Et donc, c'est ce réseau-là de gens de ma génération ou certains encore d'une autre génération que j'ai eu à côté, c'est ce noyau-là qu'à un moment donné, que j'ai essayé d'entretenir et sur lequel je me suis appuyé pour tout ce qui est partage, tout ce qui est orientation, tout ce qui est information, pour pouvoir véritablement vraiment me repositionner. Je peux vous dire que quand j'allais faire mon MBA, par exemple, j'ai eu à demander l'avis d'un DG. Mhm. Et j'avais le choix entre deux et qui m'avait, par exemple, conseillé d'aller plus tard et qui correspond évidemment moi-même à mon attente. Donc, il y a, oui, il y a des gens que j'ai côtoyés, il y a des gens avec qui j'entretiens des relations et qui m'ont accompagné, qui m'ont donné des informations, qui m'ont donné des orientations, m'ont donné des Mhm. informations et qui m'ont permis véritablement de faire ou de ne pas faire quelque chose pour pouvoir véritablement me donner cette chance de me repositionner. Mm. Ok. Et quelle a été ta plus grande erreur? Je mets erreur en griffe, voilà, de parcours et comment tu as réussi à la surmonter? Euh, En fait, quand j'avais commencé à faire mes missions, c'est vrai que avant de démarrer ma nouvelle fonction à l'époque, je suis allé voir, travailler un peu avec la DSI, la direction des systèmes d'information au siège. Mm. On a travaillé sur enfin, par rapport à mon poste et les enjeux par rapport à mon poste. Et on avait mis l'accent sur l'aspect culturel, l'état d'esprit des gens avec qui je dois travailler. Parce que cette fois-ci, tu as en face des gens de plusieurs nationalités, tu as en face des gens de plusieurs cultures, des gens de plusieurs catégories de personnes et que tu dois accompagner, former, à qui tu dois dire ça ne va pas, il faut aller donner des orientations. Et ce Mhm. n'était pas évident. Et, et la première chose, c'est que lors d'une mission, évidemment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au management, chacun a son management. Mais le Mhm. management doit s'adapter au contexte. Mm. Et donc, à une de mes missions, je n'avais pas eu très rapidement ce réflexe-là d'adapter le management. Et ça a failli complètement, enfin, ma mission allait s'arrêter, quoi, parce que c'était un peu compliqué à l'époque. Euh, et il a fallu que très rapidement, je refasse ce qu'on appelle la terre, essayer de reprendre les choses doucement pour donner confiance à des gens qui sont en face et pour essayer de reconstruire la relation qui devait nous exister pour que je puisse avancer dans ma mission. C'était une mission de contrôle. Et quand tu veux contrôler les gens, il faut absolument un minimum de confiance pour Mm. pouvoir obtenir les informations, les documents, les données qui t'accompagnent. Tu es à l'étranger, pour pouvoir réaliser la mission. Et
c'est important de pouvoir trouver disons, les mots justes, trouver le bon créneau pour pouvoir faire les choses avec eux, pour pouvoir obtenir le résultat. Et bon, ben heureusement que très rapidement, c'était bloqué. Il y avait eu des menaces même. C'est allé voilà quoi. Je peux vous dire qu'à un moment donné même, j'ai été bloqué, je ne pouvais pas quitter le pays. Wow. Mon nom était mis sur une liste rouge à l'aéroport, je ne peux pas bouger. Et donc, très rapidement, j'ai repris la main et ça s'est très bien passé à la fin. Et je repars là Hmm. aujourd'hui avec les mêmes personnes. Voilà. Donc, après recul, j'ai dit, voilà, il y avait cette confiance, cet excès de confiance au départ qui a fait Mhm. que je ne suis pas allé, je ne me suis pas adapté au contexte pour pouvoir véritablement amener les gens à moi, mais je les ai laissés dans leur position, dans leur zone de confort en voulant les tirer. Et ça voulait capoter. Et donc, balle à terre, humilité oblige pour reprendre la main et repartir sur de bonnes bases. Hmm. Ok, merci pour ce partage. Et tu parlais tout à l'heure de gestion d'équipe. Et je pense également, en tant que directeur général, il faudrait avoir un fort potentiel, je dirais, en tant que leader. Donc, le côté leadership, le côté gestion des équipes, notamment à grande échelle et tout ça. Comment tu arrives donc à pouvoir, je dirais, acquérir donc des compétences en leadership, en gestion d'équipe, et aussi gérer à la fois la pression et puis également le fait de prendre des décisions difficiles. Ah oui, hein, c'est important. Sur la part leadership, Mm, ben, écoute, il faut, il faut être focus sur l'objectif. Et, il faut savoir que le DG, ce n'est pas le DG qui fait le travail. Le DG, il est là pour accompagner les équipes à faire le travail. mm, Moi, l'avantage, c'est que comme j'ai commencé par le bas, je mhm, comprends mieux mes équipes. mm, À chaque fois que je les vois, je fais, je sais pas, je me dis, voilà, il y a cela tel nombre d'années, j'étais à leur place c'est et ça. je sais comment ça se passe. Ouais, donc il y a ça. Il y a la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut savoir aussi observer les gens. Euh, Quelqu'un qui a un problème familial qui vient au bureau, il ne va pas te dire qu'il a un problème familial. Mhm, Mais en tant que manager, en tant que leader, il faut avoir cette capacité à pouvoir très rapidement détecter des signaux, même si tu ne peux pas deviner que c'est un problème familial ou un problème financier, mais c'est ça. tu peux réaliser en fait qu'il y a un problème, il y a une difficulté quelque part et changer voilà quoi, d'approche vis-à-vis de cette personne-là. OK? Mhm, Et la troisième chose, c'est que moi, je reste ouvert. J'ai toujours dit à mes équipes, mon bureau, la porte de mon bureau reste ouverte à tout moment. À tout moment, quand vous venez, ma porte est ouverte. Ce qui fait que ça donne confiance aux équipes mhm, et dès qu'il y a quelque chose, c'est très facile de pouvoir accéder, de venir, voilà, le DG. Parce que quand vous restez dans votre bureau de DG, il y a des informations qui, quand elles vous échappent, mais ça peut tomber dessus. La société peut mhm, s'écrouler. Et ceux qui tiennent peuvent tenir un certain nombre d'informations, c'est aussi les équipes qui sont là, qui sont back-office, qui sont dans tel département et qui peuvent vous remonter aussi les informations à temps pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Et mhm, donc, c'est vraiment d'être le chef d'orchestre pour absolument, au cas par cas, il y a pas de style de management à imposer à tout le monde. Des fois, il faut aller cas par cas et essayer d'adapter en fonction des réalités, voilà, des personnes que vous avez en face. En tout cas, mhm, de rassurer les équipes que vous êtes à leur disposition et de leur donner envie de travailler
avec vous. Il faut qu'ils aient cette envie-là de toujours travailler avec vous. Et voilà, c'est clair. Et ce qui est important dans ce cas, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'il faut avoir ce réflexe-là de toujours féliciter, encourager et surtout récompenser le travail bien fait. Donc, c'est important, ça rassure les collaborateurs, les équipes. Et la deuxième, l'autre revers, c'est qu'il faut sanctionner quand c'est pas bien fait. Il est fait les deux. Et là, les équipes, là, réalisent que le DG, il est juste. Cette justice-là, professionnelle veut que, voilà, quoi, que celui qui travaille bien soit véritablement accompagné, reconnu et ainsi de suite. Mais si à côté de ceux qui travaillent bien et qui sont peut-être voilà, encouragés, félicités, mais ceux qui ne travaillent pas bien, eux, on ne leur dit rien, c'est qu'à un moment donné, ceux qui ne travaillent pas, travaillent bien, peuvent à un moment donné, voilà quoi, peuvent baisser les bras à un moment donné parce qu'on se dit, voilà, le DG, c'est deux poids. Donc, c'est les deux, à la fois encourager, mais aussi sanctionner quand il y a le quoi. Voilà un peu ce que je dis. OK. Donc, à la limite, ce serait un management à la carotte et au bâton. Voilà, c'est les deux. D'accord. Il est 20h30 à ma montre. Notre entretien tire à sa fin. J'ai pour finir deux questions donc qui te sont adressées particulièrement. C'est vrai qu'on a dit donc dans le thème donc c'est de business analyst à directeur général que tu es aujourd'hui, mais quel est ton next step? Voilà, parce que je pense que directeur général c'est pas forcément la fin, hein. Donc comment tu vois l'évolution donc de ton poste sur le court, sur le moyen, sur le long terme? Et puis, pour finir, quelle est donc une citation ou un principe de vie que tu voudrais bien nous donner avant de nous laisser ce soir? Merci beaucoup parce que je pense que cette question s'adresse à moi-même. Ben, écoutez, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes au niveau du groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe se repositionne comme un acteur stratégique important au niveau de l'activité santé. Vous savez que on est un groupe, on est le seul groupe dans la zone CIMA, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, à avoir une société de santé. Euh, pour le moment, aucun groupe n'a cette société spécialisée. Donc, le groupe continue d'asseoir ce projet-là, de mettre en place toutes les structures. Et je pense que il y a des évolutions qui vont arriver où on va se structurer pour se positionner comme carrément une entité aussi à part. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire au niveau de notre zone. Je parle de la zone francophone. La zone anglophone, vous avez une structuration qui fait que l'activité santé est séparée, entièrement séparée, détachée des compagnies d'assurance classiques qu'on connaît. C'est vraiment un autre secteur. Et donc, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Et naturellement, il va y avoir des évolutions à venir. Mais la deuxième chose, c'est en fait, pour moi-même, c'est vraiment de pouvoir renforcer mes compétences pour pouvoir être véritablement, avoir de l'expertise, être dans la consultance sur le métier. C'est véritablement que quand on a besoin d'être une référence en quelque sorte sur ce métier-là pour pouvoir apporter de l'expertise ici et ailleurs, puisque c'est un domaine qui est appelé à évoluer très rapidement. Sur la citation, j'ai une citation qui est chère à moi, qui dit ne jamais mépriser les faibles commencements. Ne jamais mépriser les faibles commencements. Des fois, il faut commencer par 1 pour arriver à 10.
Mhm. Et si celui qui commence par 1 pour arriver à 10, ce n'est pas grave, il est arrivé à 10, autant que celui qui a démarré à 10. Donc, Mhm. c'est ne jamais mépriser les faibles commencements, c'est important. Et la deuxième, qui est un bonus, c'est à tes résolutions répondra le succès. À tes Mhm. résolutions répondra le succès. Il faut avoir des principes, il faut s'engager, il faut avoir un plan, il faut avoir de l'ambition. Et c'est n'est qu'à tes résolutions que le succès sera au rendez-vous pour toi. Merci. Merci beaucoup, Florent. Je pense que ces deux citations-là clôturent bien notre bel échange que nous avons eu aujourd'hui. En tout cas, merci de t'être ouvert avec nous. Voilà, et je pense que chacun de nous repartira ce soir galvanisé et va commencer déjà à préparer son plan de carrière, notamment avec les conseils que tu as pu nous partager ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et voilà, je remercie également l'assistance. Alors, donc, ainsi prend fin notre échange avec Florent, qui a bien voulu donc nous partager son point de vue sur le thème, donc de business analyst à directeur général, se préparer, se qualifier et réussir. Alors, le dernier point donc euh, de de notre agenda ce soir. Donc, c'est les informations relatives à notre chapitre. Donc, en fin de séance, nous partageons notamment les, les informations que nous souhaitons partager avec l'ensemble de ceux qui sont connectés également de nos membres. Voilà, donc je suis juste en train voilà, de finaliser la dernière information. Voilà, donc information du chapitre. La première information, donc, c'est notre prochain billet talk. Voilà, donc du mois de mai. Donc, il y aura lieu le mercredi 28 mai prochain à 19 heures toujours, heure d'Abidjan. Et le thème, ce sera Business Process Management dans le secteur portuaire, rôle clé, compétences et impact sur la performance opérationnelle. Et notre invité, ce sera Marielle Noba, qui est Business Process Lead. Voilà. Donc déjà, avant que nous commencions la communication proprement dite sur notre prochain Billet Talk, vous voudrez bien marquer dans votre agenda donc que le mercredi 28, nous allons accueillir ici Marielle Noba, qui est Business Process Lead et qui va nous instruire sur le thème Business Process Management dans le secteur portuaire, rôle clé, compétences et impact sur la performance opérationnelle. Euh, L'autre information, je pense qu'on a eu à l'évoquer, j'ai eu à l'évoquer en début de séance. Donc, c'est en rapport avec la formation donc de business analyst, donc les groupes d'études que nous avons lancés. Alors, le délai d'inscription, il a déjà démarré depuis le 14 avril et il se poursuit jusqu'au 24 mai. Voilà. Donc, ce sera 35 heures de formation donc en business analyst. Et cette formation-là permettra notamment de se préparer donc à la certification en business analyst avec initiation à Jira et à Confluence qui sont des outils que nous utilisons. De donner accès à la plateforme de simulation pour les examens blancs, donc pour la certification partager également des cas pratiques, pardon, et un accès illimité au support de la formation et des accès privilégiés, notamment à notre réseau de formateurs et experts. Alors, pour les coûts de formation, nous avons des coûts de formation qui s'élèvent à 350 000 francs et à 500 000 francs selon que vous êtes partant pour la formation de base, donc le CPA, et 500 000 francs donc pour le CBAP, voilà.
Et ces cours de formation-là, comme vous pouvez le voir sur la fiche, donc c'est y compris ou sans les frais d'examen. Voilà. Donc, c'est un bon package et je vous prie de bien vouloir donc vous rendre sur le site internet donc, du chapitre donc, qui est mentionné ici pour avoir plus d'informations et également le numéro de téléphone et une adresse email pour pouvoir demander de plus amples informations. Voilà. Merci Jean-Philippe. Juste un petit complément. Donc à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires et n'hésitez pas non plus à relayer le message à l'endroit de toutes les personnes de vos réseaux, personnels ou professionnels, qui pourraient être intéressés par cette formation, soit pour développer de nouvelles compétences ou pour renforcer, asseoir des compétences déjà acquises qu'ils ou elles souhaitent labelliser. On reste ouvert pour vous accompagner dans le processus. Mhm. Merci. Voilà. Et sur ce point-là, n'oubliez pas le conseil de Florent tout à l'heure qui disait que les certifications, notamment internationales, permettent de pouvoir se distinguer dans le monde professionnel. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis, je vous laisse le soin donc de pouvoir vous inscrire. Donc, délai d'inscription 24 mai 2025. Voilà. Donc, avec votre permission, je voudrais remercier encore une fois Florent qui a bien voulu, pardon, nous entretenir sur le thème, donc de business analyst à directeur général, se préparer, se qualifier et réussir. Donc, je voudrais encore une fois le remercier donc pour sa disponibilité et puis d'avoir accepté de s'être ouvert à nous avec tous ces conseils qu'il a bien voulu nous donner. Je vous dis également merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Voilà. Ça a été un plaisir d'être avec vous et rendez-vous pris donc pour le mercredi 28 mai pour notre prochaine Billet Talk. Voilà. Donc, merci à tous. Excellente soirée et que Dieu nous accompagne. Amen Merci et JP. merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci Florent. Merci à tous. Excellente Merci soirée. bien. Allez, bonne Merci. soirée, à bientôt. Merci, À au revoir, bientôt. bonne soirée. Au revoir.